la gestion du cash de l'entreprise en période de crise. Donc, je vous rappelle rapidement les consignes. Donc, tous vos micros sont coupés. Nous enregistrons ce webinaire et vous pourrez le visionner au même titre que le premier sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie, dont nous vous communiquerons le lien en fin de réunion. La présentation durera 45 minutes et nous répondrons à vos questions les 15 dernières minutes. Donc, c'est un choix délibéré que nous avons fait pour que nous puissions dérouler assez sereinement notre présentation. Donc, n'hésitez donc pas à poser vos questions au moyen du chat en activant la touche converser. Ce webinaire donc, est animé par Stéphane Girard et moi-même, Véronique Ricard. Je suis conseiller en ingénierie financière et en transmission d'entreprise à la CCI de Toulouse. Donc, cette mission consiste d'une part à accompagner les dirigeants d'entreprises industrielles et de services aux entreprises ayant une antériorité de plus de 3 ans sur toutes les problématiques de financement liées à un programme de développement, quel qu'il soit. Donc, je les assiste dans les montages de dossiers financiers, haut de bilan, prêts, subventions et aides diverses. Et d'autre part, au conseil de cédants souhaitant transmettre leur entreprise, toujours dans le domaine industriel et des services aux entreprises, avec en parallèle la qualification et le suivi de repreneurs potentiels avec qui nous tentons de les mettre en relation. Stéphane, je te laisse te présenter. Oui, donc Stéphane Girard, moi je suis conseiller en création et reprise d'entreprise à la CCI de l'Hérault. Donc pour boucler la boucle, nous on s'occupe donc des entreprises en cours de création et en jeune entreprise, donc de moins de 3 ans. On accompagne à la qualification et au montage du projet d'entreprise et on essaye de mettre sur les rails, d'aider l'entrepreneur à mettre sur les rails sa jeune entreprise, parce qu'on sait que c'est une période un peu fragile, le démarrage d'une entreprise. Voilà pour les présentations. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plutôt à la fin de la présentation. Certaines périodes de crise qui a eu de très gros impacts sur les entreprises, tant sur le plan économique que financier, et malheureusement très souvent sur le plan humain. Et nous nous accordons tous à dire que ce n'est pas terminé. Donc, ce contexte vient rajouter et alourdir des contraintes auxquelles vous deviez déjà vous confronter et vous devez désormais naviguer dans un environnement très difficile. Donc, il est plus que jamais essentiel que les entreprises se dotent d'outils de pilotage performants pour vérifier leur fonctionnement et anticiper l'avenir. L'objectif donc de ce webinaire est de vous démontrer l'intérêt de ce suivi au moyen de tableaux de bord par le choix d'indicateurs pertinents et la mise en œuvre du plan de trésorerie. Stéphane, je te laisse présenter. Tu l'as dit, Véronique, le contexte met l'accent sur les outils que vous allez devoir trouver dans votre entreprise, les leviers que vous allez devoir trouver pour faire face au quotidien qui existait avant le contexte Covid-19 et peut-être à des conditions de marché qui vont se dégrader. Et donc, ça met l'accent sur la capacité de votre entreprise à se gérer, à être agile et donc à des outils de contrôle pertinents et efficaces. On l'a vu aussi la semaine dernière, hein, il y a de nombreux postes à surveiller. On a vu la semaine dernière l'importance du cash dans ces périodes-là. Et on va voir que, au-delà du cash, le cash lui-même n'est qu'une résultante d'actions que vous mettez en œuvre et qui vont produire des effets plus ou moins tôt dans l'année, dans le cycle de vie de votre entreprise. Et vous allez devoir mettre en place des outils qui vous permettent de prendre des décisions pour déclencher ces actions en vue d'améliorer votre situation demain ou après-demain. Donc, vous voyez, on commence par se poser la question pourquoi faire des tableaux de bord. On a déjà un petit peu donné la réponse. On va y revenir. On va reparler d'un indicateur spécifique primordial qui est le plan de trésorerie. On abordera ensuite, au-delà du plan de trésorerie, comment étoffer votre tableau de bord sur d'autres indicateurs d'action. On viendra sur des exemples d'indicateurs pour vous montrer comment on les construit, ces indicateurs-là, et ce qu'on fait de toute cette machine qu'on a mis en place et comment on l'utilise. Donc, je vous rappelle un petit peu les consignes parce que ça va être… on a pris le parti de ne pas répondre aux questions dans le cours de la présentation pour la resserrer au maximum sur le contenu
et permettre d'ouvrir sur les questions et les réponses et vous donner un peu plus de temps à la fin de la présentation. N'hésitez pas, l'icône converser, s'il y en a qui ont du mal à le faire, n'hésitez pas à poser la question sur le chat pour qu'on puisse vous guider un petit peu là-dedans. Et on vous rappelle que seuls les conférenciers voient vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. On fera une synthèse des questions et on fera les réponses à la fin de la présentation. Voilà, donc pour introduire cette notion de tableau de bord, on voulait vous parler un petit peu de la façon dont on prend des décisions dans une entreprise. Il y a plusieurs façons de prendre une décision, plusieurs outils qui vous permettent de prendre des décisions dans une entreprise. On va se dire que la première façon de prendre les décisions dans une entreprise, c'est un qu'on ne vous a pas montré, c'est la tête dans le guidon et c'est de ne pas prendre de décision et finalement de rester à courir derrière la vie de votre entreprise et derrière votre marché et ce n'est pas la solution idéale. On voit qu'on a des informations qui vont, pour vous expliquer un petit peu comment on l'a présenté, on va avoir des décisions qui vont demander plus ou moins d'informations. Vous allez avoir des outils qui vont vous donner plus ou moins d'informations, donc plus ou moins de données à prendre en compte. Et on va avoir un temps de réaction plus ou moins long, c'est-à-dire un temps de production de cette information qui est plus ou moins long. La tête dans le guidon, donc c'est pas très efficace parce qu'on réagit toujours après. Un premier outil qui est une évidence et qui est un outil très performant, mais pas forcément pour une prise de décision rapide, c'est regarder dans le rétroviseur et c'est précisément ce que fait la comptabilité. C'est un outil analytique qui va donner beaucoup d'informations. Simplement, ces informations vont arriver peut-être un peu tard pour prendre des décisions. Une deuxième façon de prendre des décisions, c'est l'instinct, hein, c'est l'intuition, c'est l'expérience qu'on ne néglige pas, mais qui des fois ne suffit pas. Donc, il va falloir peut-être étoffer ça. Une troisième façon de prendre des décisions, on l'a vu, c'était l'objet du précédent webinaire, c'est le cash, la trésorerie. Simplement, si je me contente de regarder mon compte en banque, c'est comme si je regarde ma comptabilité. C'est une résultante et donc les actions les décisions que je vais prendre maintenant produiront des effets et finalement peut-être un peu tard. Et après, on vous a mis un tableau de bord d'avion. Alors ça, c'est l'idéal. Hein, c'est que chaque variable d'action sur lesquelles vous devez avoir une action ou que vous devez contrôler pour corriger vos actions va être sous contrôle, va faire l'objet d'un calcul, avec peut-être la tentation d'en faire trop et que ça devienne un peu difficile à lire. Moi, personnellement, n'étant pas un pilote confirmé, j'aurais beaucoup de mal avec le tableau de bord d'un avion de ligne, par exemple. Voilà. Donc, on voit là l'utilité de produire de l'information finalement pour être proactif et donc d'aller chercher de l'information qui va vous demander de vous projeter un petit peu dans l'avenir. Et c'est un peu ce qu'on va voir déjà avec ce plan de trésorerie. Ce plan de trésorerie, ce n'est pas seulement lire mon compte en banque une fois que les opérations se sont dénouées. C'est me projeter sur une année et essayer de voir comment vont se dérouler mois par mois les entrées d'argent de mon entreprise, ces encaissements, et les sorties d'argent de l'entreprise, ces décaissements. On va en déduire le solde de trésorerie prévisible de l'entreprise. Alors, un petit rappel, moi je fais du conseil en création d'entreprise. Sur une création d'entreprise, finalement, cette notion-là, on va la bâtir beaucoup sur des hypothèses. Donc finalement, le travail préalable, c'est plutôt de compter les entrées et les sorties. Mais ce qu'il faut sur une entreprise qui se développe, sur une entreprise qui est déjà en fonctionnement, ça va être de tenir compte surtout de votre situation de départ. Donc, on voit à gauche une présentation type d'un plan de trésorerie, il y en a d'autres, mais où on va finalement se centrer sur les flux d'argent entrants, où on va parler beaucoup de ce qui se passe dans la vie quotidienne de votre entreprise. On parle du cycle d'exploitation, ses ventes, mais il y a d'autres éléments, hein, des éléments financiers, des apports, des emprunts,
On va parler aussi des décaissements de l'entreprise. Donc, on voit bien sûr les achats, les charges fixes de l'entreprise, mais on voit des éléments financiers qui n'apparaîtront pas dans votre compte de résultat, qui ont trait à vos investissements, au remboursement d'emprunts, au remboursement d'échéances que vous pouvez avoir par ailleurs. Et on va en déduire le solde de trésorerie. Si je reviens un petit peu à ma démarche, pour alimenter ces cases-là, il me manque la situation de départ. C'est le solde en banque, mais ça va être aussi voir dans la situation de mon entreprise, voir les sommes que j'ai vocation à encaisser prochainement. On va parler de créances, on va parler de ce que vous doivent vos clients, par exemple, ou de sommes que vous pourriez avoir, des crédits d'impôt, ça a été dit la semaine dernière, des crédits d'impôt, peut-être des sommes à percevoir sous forme de subventions. Et il va falloir se poser la question, ces sommes-là, est-ce qu'elles sont encaissables et quand vraisemblablement on va les encaisser. De la même façon, on l'a vu avec les mesures d'aide, beaucoup de ces mesures d'aide que vous avez eues reposent sur des reports d'échéance. Donc vous avez des dettes qui restent en suspension pour l'instant et qui vont venir alimenter demain vos dépenses. Et il va falloir savoir les positionner sur une date à peu près où vous pensez qu'on va vous demander cet argent-là. Bien sûr, on fait un point aussi sur votre situation bancaire, c'est le solde en banque et c'est aussi tous les outils de financement que vous avez à votre disposition, que ce soit des mesures de crédit à court terme ou des mesures financières, des outils que vous pourriez avoir besoin de mobiliser dans une année, dans l'année qui vient ou dans les mois qui viennent, compte tenu de ce que vous allez projeter comme trésorerie. On connaît aussi un certain nombre de choses qui vont tomber régulièrement sur les prochains mois. Vos échéanciers d'emprunt sont connus, votre loyer est connu et un certain nombre de charges fixes de votre entreprise. Quand on regarde un petit peu l'examen de votre comptabilité, vous allez retrouver des éléments qui sont certains et donc vous connaissez les dates d'échéance, ne serait-ce qu'en reproduisant les dates antérieures. Cet examen de situation, il peut être fait avec votre comptable. C'est sur une situation de trésorerie, ça va être très intéressant et peut-être on reviendra à la fin de la présentation sur le diag flash financier, sur tous ces éléments-là qu'il faut réunir pour faire une projection de votre trésorerie. Ce qu'il va falloir faire après, c'est ce qu'on appelle un budget. Un budget, c'est vous intéresser, vous projeter sur l'année qui vient, sur quelle va être votre exploitation. On va parler beaucoup du cycle d'exploitation parce que c'est le quotidien de la vie de votre entreprise. Et donc, principalement, vos ventes, vos chiffres d'affaires, les achats, les charges fixes. Le cycle d'exploitation, en gros, c'est vos ventes qu'on va combiner avec les délais de paiement de vos clients. Et là, on parle des délais réels, pas des délais sur le papier. On sait très bien que quand on travaille avec des grands comptes ou avec des collectivités, il y a un délai légal et souvent on est un peu au-delà parce qu'il va falloir tenir compte, ça avait été dit la semaine dernière aussi, peut-être de certaines factures qui ne sont pas payables parce qu'il y a un litige qui bloque la facture. Et donc il va falloir tenir compte des délais de paiement vraisemblables de vos clients et de façon sincère pour ne pas être piégé plus tard. Il va falloir tenir compte aussi, il va falloir aussi combiner ce chiffre d'affaires que vous prévoyez, il va falloir le distribuer dans le temps. Si votre activité a une saisonnalité, c'est à ce moment, quand on fait un plan de trésorerie, qu'elle est vraiment primordiale, parce que vous pouvez avoir des périodes pendant lesquelles vos ventes ne couvriront pas les dépenses fixes, et il faut le savoir. Bien sûr, par rapport à ce budget du cycle d'exploitation, on va rajouter la TVA. Je ne parle pas dans ce cycle d'exploitation d'une variable qui est primordiale, c'est le stock. Il rentre dans votre cycle d'achat. Selon votre activité, votre stock il va se constituer, il va être plus ou moins important parce que il y a des conditions sur votre marché qui font que vous pouvez ou pas le réduire et raccourcir vos délais de livraison. Quand on a un magasin dans le textile, par exemple, il y a des conditions qui font que le stock il va être important en début de saison et qu'il y aura finalement assez peu d'outils pour le réduire en début de saison. En général, c'est compensé par des délais de règlement de vos fournisseurs. Donc,
sur le cycle d'exploitation, principalement, on va combiner vos hypothèses de chiffre d'affaires et des charges variables qui vont aller avec la saisonnalité, c'est primordial, et une estimation raisonnable des délais de paiement et des délais de rotation que vous allez avoir sur vos stocks. On va rajouter quelque chose que peut-être on néglige, c'est tout ce qui va être les dépenses qui ne concernent pas le cycle d'exploitation. On va retrouver toutes les charges fixes courantes, le loyer, les salaires, d'autres charges comme les charges d'impôt par exemple, qui vont tomber à échéance fixe et sur lesquelles peut-être vous avez pu déjà commencer à négocier, soit par exemple une mise à jour de vos acomptes sur les impôts par exemple, ou peut-être un petit moratoire sur le loyer. Mais en tout cas, ces dépenses, vous savez à quelle date elles vont tomber, donc on va les compter dans votre budget de trésorerie. On va rajouter des choses qui n'apparaissent pas dans votre compte de résultat. On va rajouter vos investissements, on va les mettre dans la durée, à quelle date ils doivent intervenir, à quelle date vous devez payer ces investissements. On peut parler aussi des acomptes sur ces investissements. Souvent, quand on achète une machine, l'opération ne se fait pas en un jour. Donc, il va falloir en tenir compte. On va tenir compte aussi des ressources financières que vous mobilisez en face, que ce soit un emprunt ou des apports. On va voir à quelle date ces ressources interviennent. On sait par exemple que sur certains dispositifs, des aides ou des subventions de la région, on peut avoir un délai d'instruction puis un délai administratif lié aux procédures de paiement de la collectivité qui font que cette ressource financière qu'on met en face d'une dépense, elle va intervenir peut-être un peu plus tard. Et donc, il va falloir tenir compte de ça dans votre trésorerie, peut-être chercher des instruments de court terme pour pallier. Bien sûr, on tient compte de votre échéancier d'emprunt et on le positionne sur les dates auxquelles ces échéances tombent. On peut avoir des échéanciers d'emprunt qui vont être mensuels ou trimestriels. Ça peut être payé d'avance ou en début de période d'amortissement. Donc, pensez bien à les positionner aux bonnes dates. Je vous rappelle, petit avertissement, tenez bien compte des délais de paiement, notamment des aides, parce que ça peut intervenir un peu après la dépense ou beaucoup après la dépense, selon les dispositifs que vous allez mobiliser. Il faut en tenir compte. Bien sûr, tenez compte, ça c'est dans l'examen de votre situation, mais ça va se rajouter, et c'est un point de vigilance de la période actuelle, et c'est un point sur lequel on sait que les entreprises sont inquiètes. Bien sûr, toutes les dettes sur lesquelles vous avez eu des reports d'échéance, que ce soit fiscal, social ou pour certains d'entre vous sur les loyers, ces reports d'échéance, à un moment donné, il va falloir les payer. Et donc, il faut les positionner sur votre trésorerie pour vous assurer que vous aurez bien les ressources nécessaires à date pour honorer ces engagements. On a vu comment on construit un plan de trésorerie. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire comme ça sur le papier. Ça peut être l'objet d'un webinaire, ça peut même être l'objet d'une formation complète. Et je peux vous dire, moi d'expérience, pour en avoir fait en entreprise et dans d'autres contextes, qu'un budget de trésorerie, c'est du calcul, on l'a vu, c'est des maths. Et ça va être beaucoup plus pertinent avec l'expérience parce que vous allez mieux pouvoir combiner ce qui relève d'échéances que vous connaissez et d'échéances que vous calculez en fonction de votre budget pour lesquelles la date est encore pas certaine. Mais si vous commencez à le faire et à l'alimenter et à mesurer les écarts entre cette projection et ce qui s'est passé dans la vie de votre entreprise, l'expérience, vous allez vite monter en expérience et vous allez être assez vite à l'aise avec cet outil. Il va devenir un outil de dialogue assez important et assez, on va dire, ça va être un outil de dialogue avec votre banquier et vos partenaires financiers très apprécié. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on le suit. On construit un plan de financement, le plan de trésorerie, on construit sur la durée, donc on ne va pas le reconstruire chaque semaine. Par contre, on va s'en servir pour mesurer des écarts et là, on va les suivre de façon hebdomadaire sur un suivi de trésorerie et on va positionner par rapport à une courbe de trésorerie prévisionnelle ce qui s'est passé réellement.
je vous ai mis à droite un exemple d'indicateur de plan de trésorerie qui est intéressant parce qu'on voit la courbe de trésorerie qui est souvent le seul élément qu'on montre. Et c'est intéressant de le montrer par rapport aux encaissements et aux décaissements. Et on voit que, par exemple, dans mon exemple, qui était une activité très saisonnière, on a des périodes entières où les décaissements sont supérieurs aux encaissements. Et donc, il va falloir s'assurer qu'on a la trésorerie pour tenir sur cette période-là. C'est intéressant de rajouter une courbe avec la trésorerie prévisionnelle ou inversement la trésorerie réalisée pour mesurer les écarts et améliorer votre suivi de la trésorerie. Avec ces outils, on va faire quoi? On va anticiper les difficultés. Les difficultés qu'on peut voir apparaître sur un plan de trésorerie, ben on les voit là. Hein. C'est une période qui est au milieu de l'année, là au printemps, où notre trésorerie passe en dessous de zéro. Et donc, on peut être en situation de ne pas pouvoir payer les engagements qu'on a pris. Ces difficultés, il en a été question la semaine dernière, elles sont de plusieurs natures. Ça peut être tout simplement un manque de financement. Et donc là, on va voir comment améliorer les financements d'entreprise en rajoutant des fonds propres. Hein. Donc ça peut être rajouter des apports, ça peut être faire des emprunts, aller voir ce qui peut se passer au niveau des aides pour améliorer la situation de l'entreprise. Ça peut être lié aussi à un besoin de fonds de roulement qui pourrait être maîtrisé ou réduit. On le répète, le fonds de roulement, c'est un besoin de trésorerie cyclique qui naît du décalage dans le temps entre le moment où vous payez ce qui vous a été nécessaire pour produire votre offre, hein, c'est-à-dire le service que vous proposez à votre client ou le produit que vous allez vendre à votre client. Le décalage entre le moment où vous payez tous ces composants et le moment où votre client vous paye la vente. Donc, on additionne finalement un délai de stockage et un délai de paiement de votre client, des fois même un délai de fabrication. Et peut-être ce besoin de trésorerie va être amoindri par le fait que vos fournisseurs vous font crédit dans cette période-là. Ce décalage, il est cyclique et surtout, il est proportionnel à vos ventes. Donc, il augmente avec les ventes et il peut générer un stress sur la trésorerie d'une entreprise qui, par ailleurs, paraîtra relativement saine parce qu'elle aura des marges et elle aura des moyens de production. Dans ces cas-là, les outils vont se trouver sur les délais de paiement de vos clients, bien vérifier les conditions de paiement de vos clients. Ça peut être mettre en place des outils hein, dans vos leviers. On le voit beaucoup sur des entreprises. Moi, j'ai été dans le négoce de matériaux. On a des clients qui payent tard et on peut améliorer la situation en faisant de l'escompte, c'est-à-dire en octroyant des réductions aux clients qui acceptent de rogner sur leur délai de vente, sur leur délai de paiement. Ça va être mettre en regard vos délais de paiement aux clients ou votre délai de stock, le délai de paiement à vos fournisseurs. Ça peut être aussi ça. Attention, vos fournisseurs risquent de vous le faire payer justement en réduisant les escomptes ou en augmentant les prix. Bien sûr, il en a été question la semaine dernière, vérifiez vos stocks. Il y a peut-être des stocks dormants qui ne seront jamais vendus et qui valent le coup d'être liquidés pour générer du cash qui va vous permettre de ramorcer le stock suivant et de faire face à des échéances de trésorerie. Il peut y avoir aussi des instruments financiers. Je ne reviens pas sur la question. Là, je vous invite à revoir le webinaire de la semaine dernière. Ils ont été largement abordés, que ce soit l'affacturage, les cessions d'AI, voire pourquoi pas du crédit court terme. Bien sûr, il y a aussi des facteurs de saisonnalité. Les facteurs de saisonnalité, en partie, ils sont liés à votre marché et en partie, ils peuvent être liés à une façon que vous avez, d'opérer sur le marché. Et peut-être qu'un petit travail sur votre modèle économique, sur votre façon d'être présent sur le marché, permettrait de lisser un petit peu vos ventes. Enfin, bien sûr, les éléments conjoncturels sont très forts là en 2020 et donc il va falloir tenir compte, on l'a dit tout à l'heure, on va tenir compte de l'effet de report de dette, des effets de report des prêts de trésorerie qui ont été faits sur votre trésorerie future. Donc,
le plan de trésorerie, on va dire, c'est ce qui touche à ce qui est fondamental pour votre entreprise, parce que sans trésorerie, elle s'arrête. La machine se grippe et tout s'arrête. On sait aussi que la trésorerie, même si on se projette sur une année de trésorerie, finalement, c'est que ça n'est qu'une résultante de conditions de marché, mais aussi des actions que vous allez mettre en œuvre pour être présent sur ce marché-là. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est essayer d'être proactif sur ce marché-là, d'anticiper ce qui va se passer, d'anticiper les actions qui vont produire des résultats sur votre trésorerie. Et c'est à ça que sert une démarche de tableau de bord. Ça s'inscrit dans une démarche stratégique qui va vous amener d'abord à prendre connaissance et à vous insérer dans un contexte, donc, sur les contraintes qui sont internes à votre entreprise, peut-être ses capacités de production, peut-être aussi ses ressources, hein, il y a peut-être des ressources inexploitées, et bien sûr liées à son environnement, au marché sur lequel vous intervenez et à son évolution. On va combiner ça avec vos propres impératifs, vos propres ambitions pour votre entreprise. Vous avez une vision de votre entreprise. Vous devez connaître sa santé financière et son potentiel. Et vous allez devoir, par rapport à ça, vous l'avez sans doute déjà fait pour votre stratégie, définir un cap et des objectifs pour votre entreprise. Le tableau de bord, finalement, intervient, les indicateurs, ce qu'on voit du tableau de bord, interviennent finalement à la fin de cette démarche, en produisant des mesures et en mettant en valeur des mesures d'écart entre ce qui se passe dans la vie quotidienne de votre entreprise et ce que vous aviez anticipé. On l'a dit, on le répète, c'est un outil plutôt de contrôle stratégique, le tableau de bord. Donc, on va élaborer des outils de pilotage en partant de votre stratégie. La stratégie, en gros, elle s'insère sur un cycle de décision plus ou moins long. On peut avoir, on commence par une vision, donc dans 5 ans, moi je disais plutôt 10 ans, mais on peut le réduire à 5 ans. Dans 5 ans, je tiens telle place sur le marché. Moi, dirigeant, j'ai obtenu cette visibilité par rapport aux autres opérateurs de ce marché-là. Et mon entreprise tient une place sur son marché. Par rapport à cette vision, il y a une stratégie qui va être mise en place. La stratégie, c'est choisir vos domaines d'intervention. On le voit sur la production de biens de consommation. Il y a des endroits sur le marché où on n'a pas envie d'aller parce qu'il y a déjà une concurrence féroce, elle s'est déplacée sur les prix, les marges sont comprimées. Ça peut être compliqué d'être un opérateur sur cette partie-là du marché. Et peut-être il va y avoir des espaces où la concurrence sera un petit peu plus clairsemée et les marges peut-être un peu meilleures. La stratégie, c'est choisir où je veux opérer sur ce marché-là. Donc, faire des arbitrages entre des éléments plutôt de rémunération, d'investissement et repérer des facteurs clés de succès qui vont vous permettre d'être à l'aise sur ce marché-là, sur cet espace de marché. Une fois qu'on a fait une stratégie, on va définir des objectifs opérationnels. Et là, on va rentrer dans le détail des actions que vous allez mettre. C'est le plan d'action, c'est les résultats attendus. Et là, on est sur un cycle qui va être sur 1 à 2 ans maximum. Et là, on vous a mis des exemples très financiers pour le coup. Le chiffre d'affaires prévisionnel, la marge qu'on vise et des éléments de projection qui pourraient être, par exemple, un seuil de rentabilité. Il y a des objectifs marketing. Je veux obtenir, je veux être leader sur mon marché, c'est-à-dire être l'entreprise qui, sur mon secteur géographique, a la plus grande part de marché, par exemple du textile, du commerce de textile. Par rapport à ces objectifs, il va falloir mesurer si vous les atteignez ou pas. Donc, vous allez mettre en place des mesures, des indicateurs que vous allez comparer à vos objectifs pour vérifier si vous êtes arrivé à vos fins. Et bien sûr, anticiper sur un plan B, sur des actions correctives qui vous permettent finalement d'actionner ces fameux leviers dont je parlais pour pouvoir améliorer la situation ou revenir vers quelque chose qui est plus conforme à vos anticipations
si mon chiffre d'affaires se dégrade, j'avais peut-être anticipé de faire de la prise de rendez-vous avec un cabinet de téléconsultants qui vont me planifier des rendez-vous un peu qualifiés avec mes futurs clients. Il va y avoir un moment où mon chiffre d'affaires va présenter des signes de faiblesse et je vais prendre la décision de déclencher cette action. Mon tableau de bord va m'aider à choisir quand le moment est le meilleur pour actionner cette action. Pour faire un bon tableau de bord, il faut de bons objectifs. Ces objectifs, on va les définir avec cette notion de SMART. Donc SMART, c'est un acronyme pour se rappeler comment bien calibrer un objectif. Il doit être spécifique ou spécifié. On a aussi dans la littérature simple, ce S-là veut dire que votre objectif, le libellé de l'objectif, doit être intelligible et pas soumis à interprétation. J'ai un objectif d'améliorer mon chiffre d'affaires, je vais peut-être dire que je veux améliorer mon chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, ou peut-être carrément je vais donner un objectif mesuré. Mon chiffre d'affaires de l'année dernière était de 100 000 euros sur un point de vente. Je veux l'amener à 150 000 euros. Là, il n'y a pas d'interprétation possible, il est spécifique. Il faut qu'il soit mesurable. On peut avoir des objectifs qui sont qualitatifs. Je veux améliorer la satisfaction de mes clients. Ça va être compliqué de se rapprocher, de savoir si je l'ai vraiment amélioré, si je me contente d'indicateurs qualitatifs. Si j'entends les avis, monsieur Untel était content, monsieur Untel n'était pas satisfait, on va avoir du mal à se positionner sur globalement, est-ce que j'ai produit une amélioration. Ça va être par exemple mettre en place une enquête qui va produire des statistiques qui vont me dire mais mes clients finalement donnent un avis de 4 sur 5 en moyenne et compte tenu de mes objectifs, je suis dans les clous. Il faut qu'il soit acceptable ou atteignable. On voit aussi là sur l'acronyme ambitieux. Il faut que ces objectifs, il faut que ça mobilise vos équipes. On va plutôt retenir la notion d'ambitieux. Il faut que ça donne un cap à vos équipes pour guider leurs actions et leur donner un petit peu une ligne de conduite qui les pousse à l'action. Donc on va retenir plutôt ambitieux là-dessus. N'hésitez pas à avoir des objectifs ambitieux. Et le R va avec, il faut qu'il soit réaliste, donc atteignable. Et enfin, très important, il vous faut un horizon dans le temps. Toutes les actions ne produisent pas des effets dans les mêmes délais. Et il se pourrait que dans vos tableaux de bord, certains indicateurs ne se mettent pas à jour au même moment. Il faut que vos objectifs aient une deadline. Donc, on retient, il faut que ça soit proactif. Il y a une phrase que je ne vous ai pas citée tout à l'heure, c'était de Jacques Attali. On ne peut pas prédire l'avenir, c'est-à-dire on ne peut pas dire quel il sera. Vous ne pouvez pas décider aujourd'hui quel sera votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Par contre, vous pouvez anticiper sur comment ça pourrait être et vous pouvez mettre en œuvre les actions qui vous permettent d'être dans les meilleures conditions pour atteindre cette situation que vous espérez. C'est ce qui doit sous-tendre vos objectifs. Donc, les mots d'ordre, c'est être proactif, anticiper sur les résultats de vos actions et mettre en avant des plans B. Si je ne suis pas à mon objectif à tel horizon dans le temps, si dans 6 mois, mon taux de satisfaction client n'a pas progressé vers 5 sur 5, quelles actions je vais mettre en œuvre pour l'améliorer. Alors, c'est très intéressant les tableaux de bord, mais on a tous eu des tableaux de bord à remplir et des fois, c'est un petit peu, c'est pas forcément très très simple de les remplir parce qu'on n'a pas l'information. Le tableau de bord va mobiliser l'ensemble de vos outils de pilotage et on vous a fait une cartographie non exhaustive d'instruments qui peuvent vous aider à gérer votre entreprise.
on a des éléments centrés sur les clients. Selon votre nature d'activité, on va être sur un commerce, sur des mesures de fréquentation. Vous allez les trouver dans le logiciel de caisse de votre commerce. Sur une activité où on va avoir un petit peu une relation dans le temps avec le client, comme dans les services ou dans l'industrie, on va avoir du carnet de commandes. On va avoir peut-être un fichier client qui va nous dire quel client est intéressant pour nous ou pas. Mesurer, il va nous aider aussi à mesurer les encours, c'est-à-dire l'argent que ces clients nous doivent, et qui peuvent alimenter votre tableau de bord. Sur les éléments sur le cash, on en a parlé, il y a le plan de trésorerie primordial. On va trouver des éléments qu'on va construire avec la comptabilité, qui sont des ratios financiers, par exemple l'excédent de trésorerie d'exploitation. On pourra y revenir. On l'a dit, on se projette, du coup, on va utiliser tour à tour la comptabilité qui regarde en arrière et le budget qui est un instrument pour se projeter dans l'avenir. On va en déduire des ratios qu'on pourra utiliser dans le tableau de bord. Il y a des indicateurs de qualité sur la performance, sur l'organisation de votre entreprise et savoir si cette organisation est performante. On peut parler de processus, on peut parler d'avis client, on peut parler de tous les indicateurs que vous mettez en place dans une démarche codifiée, normée dans l'ISO. Il y a des indicateurs qui ont trait à votre équipe. Les plannings, des indicateurs RH sur le niveau de productivité de votre entreprise, que ce soit en termes d'efficacité, de retour sur investissement. On peut parler de chiffre d'affaires sur les charges salariales. On peut parler d'éléments de valeur ajoutée par emploi aussi. C'est des ratios qu'on voit souvent. Peut-être on va aussi s'intéresser à la performance de cette équipe en termes de compétences et peut-être de motivation. Enfin, on l'a dit, votre entreprise opère sur un marché. En création d'entreprise, on est très vigilant à ça. Peut-être en développement d'entreprise, on peut l'être un peu moins. Mais c'est primordial d'avoir une veille et d'être au courant de ce qui se passe sur votre marché, sur les aspects réglementaires, sur les suivis de concurrents. Tous ces outils-là vont produire des données qui vont vous servir dans votre tableau de bord, et peut-être que la mise en place de vos tableaux de bord va être aussi pour vous l'occasion d'aller développer un outil qui aurait manqué dans votre entreprise. Le tableau de bord, lui, son rôle, c'est d'offrir aux dirigeants d'entreprise une synthèse choisie de ces différents indicateurs, de ces différents outils, qui lui permettent d'agir sur des leviers qui permettent d'améliorer la situation de l'entreprise. Comment on s'y prend d'un point de vue pratique? On va essayer, on sait que dans la vie d'un entrepreneur ou dans la vie d'un staff d'entreprise, c'est difficile de prendre du temps sur de nouveaux projets et ça peut être assez vite chronophage sans y mettre un peu de méthode. Vous allez sans doute réunir les différentes parties prenantes de votre entreprise sur des petits temps de travail. Vous allez bien identifier vos objectifs et vos leviers pour les atteindre. Et là, à partir de là, en quelques réunions, vous allez essayer de déterminer un nombre limité de mesures. Vous allez vous concentrer sur des indicateurs qui vous permettent de prendre une décision. On l'a dit, si je vois que mon carnet de commandes baisse, c'est peut-être le moment d'aller déclencher de la publicité sur Internet, pourquoi pas. Et ça peut être aussi le moment d'aller faire appel à un prestataire qui va passer des coups de fil pour trouver à mes commerciaux des rendez-vous qualifiés. On va se baser et on va faire l'inventaire des sources de données accessibles. On ne va pas aller chercher des indicateurs compliqués. Il faut qu'ils soient faciles à alimenter, les indicateurs, sinon ils ne seront pas suivis. Pour ceux qui ont eu une vie dans l'entreprise, on peut avoir eu une vie dans l'entreprise plus ou moins vertueuse. Et on peut avoir eu aussi des exemples de tableaux de bord ou d'une partie du tableau de bord en fait, qu'on alimentait pour le folklore et qui n'aboutissait jamais à aucune décision. Ces éléments-là, on va essayer de les enlever et on va essayer de se concentrer sur une donnée facile et fiable, facile à alimenter, fiable dans la durée où on en a besoin, même si ce n'est pas la donnée précise qu'on voulait. Vaut mieux une idée, un ordre de grandeur juste
que des données précises, finalement, dont on n'est pas certain qu'elles soient justes. On va impliquer, je l'ai dit au début, les personnes en charge des missions. Vous qui nous écoutez, il n'y a peut-être pas forcément que des entrepreneurs individuels, il y a des entreprises avec des équipes plus ou moins structurées. C'est important que les gens qui sont amenés à prendre les décisions dans l'entreprise, à prendre des initiatives, aient un certain nombre d'objectifs et un certain nombre de mesures qui leur permettent de voir s'ils sont dans les clous en train d'atteindre ces objectifs ou pas. Si j'ai un directeur commercial, je vais lui donner des indicateurs qui ont trait à sa performance en tant que directeur commercial et qui vont lui permettre peut-être de mettre un coup de collier sur la prospection ou peut-être de mieux cibler les clients qu'il va démarcher parce que on va cibler un secteur de clientèle qui avait été un peu délaissé. Par exemple, avant la crise Covid, on va se concentrer sur des clients peut-être avec une marge un peu meilleure. Le tableau de bord, il a vocation à vous donner une information pertinente et efficace. Donc, c'est le corollaire du nombre peu important d'indicateurs qu'on retient, c'est que ça nécessite un suivi régulier et rigoureux. On définit une récurrence qui a trait finalement au délai au délai que vont prendre vos actions pour produire des effets. Et on va définir cette récurrence dans le tableau de bord. Il y a peut-être des éléments qu'on va suivre une fois par semaine, la trésorerie, et peut-être des éléments qu'on va produire une fois par mois parce qu'on a besoin de faire un point, peut-être avec le comptable, peut-être avec l'expert comptable de l'entreprise, sur un élément donné, sur lequel on va faire une situation peut-être une fois par mois. On lit son tableau de bord pour prendre des décisions. Donc là, c'est la vie quotidienne de votre entreprise. Sur le contenu du tableau de bord, on s'est inspiré d'une méthode très complète et américaine, pour changer, qui est la méthode Balance Scorecard de Norton et Kaplan. C'est une méthode qui remonte aux années 90, qui est dans la lignée des analyses stratégiques de Porter. La méthode de Kaplan et Norton, c'est un système complet. On ne va pas faire un exposé dessus, ça nécessite un peu de littérature. L'idée avec cette démarche-là, l'intérêt de cette démarche-là, c'est qu'elle insiste beaucoup sur le caractère systématique de votre démarche. On l'a vu, votre entreprise est au service d'une vision et d'une stratégie. On n'oublie pas que vous avez créé une entreprise et que c'est le nerf de la guerre. Ça doit gagner de l'argent, ça doit être rentable. Donc on va avoir quand même une importance relativement haute des indicateurs financiers et économiques. Mais on sait que ces indicateurs-là, le fait qu'on soit dans notre stratégie et dans nos indicateurs financiers, est la conséquence d'éléments qui sont peut-être moins visibles et qui ont trait à l'organisation de notre entreprise, est-ce qu'elle est performante ou pas, à l'apprentissage organisationnel, à sa façon de s'adapter à son marché et de produire de la connaissance, et bien sûr à sa relation avec les clients. Chez Kaplan et Norton, on a là-dessus une démarche qui est très axée sur la causalité de ces différentes actions vers les éléments financiers. Je vois que j'ai été bavard. On va passer rapidement sur les exemples d'indicateurs qui vous sont donnés à titre d'exemple. Ne t'arrête pas, enfin, Stéphane. Si on prend les indicateurs économiques, bien sûr, on a parlé du plan de trésorerie. On va aussi mettre sous surveillance des éléments qui ont trait qui vont être spécifiques à votre entreprise. Parce que le message que vous devez retenir sur ces 4 diapos-là qui vont suivre, c'est que ces indicateurs-là ne sont pas adaptés à toutes les entreprises et peut-être qu'il y a une façon de les construire qui va être bonne d'une entreprise et peut-être pas bonne dans l'autre, selon les actions qu'on met en œuvre et selon les outils qu'on a. L'idée, c'est que l'indicateur du tableau de bord, il va se baser sur votre objectif, sur un élément que vous avez décidé. Par exemple, là, on prend le volume de vente. Et on va lister les sources qu'on va mobiliser pour l'alimenter. Alors, l'outil de gestion client,
le logiciel de caisse dans un commerce, la comptabilité, hein, qui peut vous fournir des éléments, par exemple, de délai de paiement. On va le comparer, alors on peut le comparer à plusieurs choses. Un objectif qu'on s'est donné sur l'année, par exemple le budget, à une réalisation de l'année précédente, au seuil de rentabilité de l'entreprise. Ça, en création, c'est un élément primordial. En jeune entreprise, c'est un élément primordial. Et on va l'exprimer d'une façon qui vous convienne. Par exemple, on va faire des jauges. On va comparer le chiffre d'affaires cumulé à date avec votre seuil de rentabilité. On va mesurer l'écart entre les deux. Et on va se dire, bon, bah, dans l'année, on est dans les clous, on va y arriver. Ou là, on est en train de s'écarter de ce qu'on voulait atteindre. Et il va falloir mettre en place des actions correctives. On peut avoir sur du chiffre d'affaires plutôt un horizon qui va être mensuel parce qu'on va prendre des éléments qui sont peut-être de nature un peu comptable. On peut mesurer différentes choses avec des indicateurs de chiffre d'affaires. On peut mesurer par exemple la dépendance à vos principaux clients qui peut être un élément de fragilité de votre entreprise. Ça va dépendre de vos objectifs. Si votre objectif c'est de diversifier vos ventes, on peut mesurer le chiffre d'affaires des 5 plus gros clients ramené au chiffre d'affaires total. Ça va être un élément qui va vous permettre de vérifier si on s'éloigne de cette dépendance. On peut être aussi sur du chiffre d'affaires ajusté. Moi, on appelle ça en comptabilité, en finance, un atterrissage ou un objectif fin d'année. C'est très intéressant de tenir compte de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, de rajouter des prévisions et de ramener ça à un objectif annuel. Le besoin de fonds de roulement, j'y reviens pas, ça a été traité la semaine dernière, ça peut être un objet d'indicateur. Des indicateurs commerciaux, rapidement, on peut avoir le taux de transformation de nos visites chez les clients. On peut passer beaucoup de temps en devis, on l'a dit, ça peut être un critère d'efficacité. Et puis, on peut avoir un taux de transformation qui peut être en baisse ou à surveiller. On peut avoir aussi des éléments de rentabilité par segment. Aussi, hein. Si on a des segments de clientèle et qu'on les a tracés dans notre logiciel de client, on va tracer ces éléments de rentabilité. Les indicateurs d'efficacité, retenez-en toujours un ou deux qui vous permettent de voir si vos procédures, si votre façon de fonctionner, les façons de fonctionner de votre équipe sont efficaces. Eric, la semaine dernière, a parlé du petit problème, de la petite non-conformité qui permet à votre client de ne pas payer votre facture et de la bloquer pendant un mois. Ça serait intéressant de voir si ces conformités progressent ou baissent, parce que effectivement, ça peut avoir un impact sur votre trésorerie. Les indicateurs de l'équipe ne sont pas à négliger. Votre équipe doit être performante, donc il y a peut-être des éléments à suivre sur le niveau de compétence de vos équipes par rapport à certaines de ces missions. L'exemple, c'est si j'ai un restaurant de plage, alors cette année, ça ne marchera pas, mais le nombre de serveurs anglophones que je vais avoir ou qui parlent par exemple allemand va être intéressant si j'ai beaucoup de clientèle étrangère. Il faut que je m'assure que dans mon équipe du restaurant au quotidien, j'ai un niveau de personnel anglophone suffisant pour accueillir mes clients. Le bien-être au travail, c'est des signaux faibles. En général, c'est de l'absentéisme de moins de 3 jours qui signale peut-être une surchauffe des équipes. Donc, ça peut être du surmenage, ça peut être une mauvaise ambiance et ça peut être source de dysfonctionnement dans la durée. Ça peut être aussi des enquêtes RPS, il y a des entreprises qui font on voit apparaître des enquêtes sur l'humeur du jour des salariés et qui permettent aux managers de savoir où ils en sont. Si on prend un exemple dans un commerce textile, là vous voyez déjà il y a trop d'indicateurs. Donc ça veut dire que la personne avec qui le choix a été fait, elle a défini un nombre d'objectifs raisonnables et elle va devoir choisir dans les indicateurs qui ont été retenus 3 à 5 indicateurs qui vont lui permettre de voir où elle en est. Elle peut en déléguer certains à un membre de l'équipe, par exemple, si on pense qu'un indicateur secondaire est pertinent. On peut se demander dans cette boutique-là si son efficacité commerciale basée sur un investissement dans un site e-commerce, finalement, la priorité n'est pas de développer le cross-canal,
Et donc, d'un point de vue commercial, elle va mesurer le pourcentage des ventes en boutique faites avec une réservation en ligne. Elle va peut-être suivre aussi son chiffre d'affaires sur Internet. Par rapport à un objectif qui serait de dégager une marge nette suffisante, elle va suivre sa marge, ben elle va suivre aussi des éléments de charge fixe par rapport à son chiffre d'affaires qu'elle va mesurer par rapport à son objectif et peut-être par rapport à ses concurrents. Faire apprécier le magasin aux clients, ben c'est une enquête de satisfaction et donc on va mesurer le taux de satisfaction. Et peut-être aussi un indicateur de performance, ben c'est une équipe formée aux produits qu'elle vend. Là, on était dans un commerce textile. Elle développe une marque. Il y a peut-être des marques qui ont une façon de se vendre différente. Et on va s'assurer qu'on a des vendeurs qui sont qualifiés sur cette marque-là. L'objectif premier que j'ai mis à la fin, ben, c'est assurer une trésorerie pérenne. On cherche les nanars dans les stocks, on voit la rotation des stocks en jour de chiffre d'affaires. Et bien sûr, le plan de trésorerie glissant. Là, on s'est projeté à 3 mois. Et c'est un mélange entre le plan de trésorerie qu'on a vu tout à l'heure et le contrôle qu'on fait de la trésorerie au quotidien dans l'entreprise. Un autre exemple avec un consultant, on pourra y revenir s'il y a des questions. On voulait vous dire sur les indicateurs, après, il faut les utiliser. On insiste lourdement. Il faut que ça soit simple et efficace. On a tous une usine à gaz sur une étagère, on a tous le souvenir dans une vie antérieure en entreprise d'indicateurs qui étaient alimentés finalement pour le décor et qui n'ont jamais produit aucune décision. Vous les ferez quand vous aurez le temps, mais pour l'instant, laissez ceux-là de côté. Prenez ceux qui produisent vraiment des effets sur lesquels vous allez avoir accès à un levier d'efficacité de votre entreprise. Interpréter, c'est comparer pour agir. Donc, sur la présentation de votre tableau de bord, ça se construit bien sûr avec des bases de données. Donc, il y a des logiciels, on peut avoir des outils plus ou moins compliqués, par exemple des cubes de données. On peut les intégrer directement dans votre logiciel, il y a des ERP qui existent. Ça, c'est le top et ça coûte un peu plus cher. On peut le construire sur Excel. Gardez à l'idée que dans votre interprétation quotidienne, plus ça sera graphique, moins vous perdrez de temps à l'interpréter. Donc, utilisez des graphiques. Pareil, pour faire des tableaux de bord beaux et efficaces sur Excel, il y a de la littérature dans les guides pratiques. Moi, j'ai en tête Alain Fernandez sur Duno parce qu'il a déjà plusieurs ouvrages. J'avais aussi vu des ouvrages d'un monsieur Lebel. Ça peut être des outils, et là, j'en cite deux. Il y a une littérature abondante là-dessus. N'hésitez pas à y aller. Ces ouvrages vont vous aider à améliorer la forme et l'efficacité de vos tableaux de bord en termes de présentation. On choisit des indicateurs prospectifs, c'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de ce qui va se passer demain dans vos indicateurs. On va mélanger ce qu'on connaît, le réalisé, et de la prévision à court ou moyen terme. On utilise bien sûr des données disponibles. On ne va pas les inventer, on va les chercher dans l'environnement direct de l'entreprise. C'est des données produites de façon régulière et fiable par vos équipes. Ça peut être des enquêtes de branche régulières de votre syndicat professionnel. Ça marche aussi très bien. Ça peut être les indicateurs pour ceux qui ont des sites Internet. Bien sûr, les KPI de votre site Internet, ça marche très bien aussi. Et il se pourrait que vous ayez à produire un outil. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore de fichier client, c'est le bon moment de s'y mettre. Un tableau de bord est un outil d'indicateur, c'est un outil de décision, ce n'est pas un outil d'analyse. Quand on a un indicateur qui se dégrade, on peut déclencher une analyse, ça va être un autre outil. On va regarder un peu dans le rétroviseur. Donc j'ai un indicateur financier qui se dégrade, soit j'ai un plan B tout de suite à mettre en œuvre, et peut-être je vais aussi aller voir mon comptable et faire une analyse un peu plus poussée de ce qui a produit cette dégradation de mon indicateur financier. Par exemple, mon chiffre d'affaires baisse, je vais déclencher une enquête client, une enquête de satisfaction et voir un petit peu pourquoi ces clients-là ne reviennent pas chez moi. On l'a dit, on le redit, il faut analyser les écarts. Un tableau de bord n'est qu'un outil de mesure d'écart et c'est ça qui donne sa pertinence. On va trouver des raisons des écarts, donc ça c'est peut-être une démarche qu'on va faire en parallèle. Et on va mettre en place des actions correctives. Donc ça, c'est mon fameux plan B
sur le tableau de bord. Il n'y a pas de tableau de bord si vous n'avez pas une certaine idée d'une action qui va permettre de corriger cet indicateur. On vous donne un exemple. Alors celui-là, il n'est pas de nous et de nos collègues du Gard, d'un tableau de bord financier, un objectif de vente et de taux de marge, sur lesquels on a construit un objectif. On mesure ce qui se passe au quotidien dans l'entreprise et donc on va le reporter mois par mois. Et on va tirer finalement des écarts pour voir si on est toujours dans les clous de nos objectifs. Ça peut être d'autres formes, mais voilà, ça peut être un exemple. Voilà pour cette présentation. Peut-être un mot sur Véronique, si tu veux intervenir là, sur d'une manière générale, l'accompagnement que proposent les CCI en cette période sur ces éléments financiers. Donc, merci Stéphane pour cette présentation très claire. Bon, nous avons eu très peu de questions, donc nous y répondrons très rapidement en suivant. S'il y a des problématiques particulières, sachez que vous pourrez vous rapprocher soit des référents de vos contacts et des référents des CCI territoriales. Donc, bien évidemment, il ne faut pas hésiter à solliciter votre expert comptable pour vous aider. Vous pouvez également faire appel à vos conseillers et surtout peut-être vous inscrire dans le parcours qui a été organisé par la CCI Occitanie, donc Solutions Relance, dont le prochain webinaire se tiendra normalement à la rentrée en octobre, au moment où certains d'entre vous devront peut-être arbitrer sur le remboursement du prêt garanti État ou son amortissement ou sur divers soutiens financiers qu'ils ont pu avoir. Voilà. Ces webinaires vont être également suivis par un diagnostic Flash Finance où vous serez accompagné à titre individuel. Donc, je sais un des participants a sollicité une trame pour formaliser un plan de trésorerie. Donc, ça serait peut-être l'occasion là de vous rapprocher d'un de vos conseillers pour être accompagné dans la formalisation de ce plan de trésorerie, des tableaux de bord et récupérer des trames qui seront efficientes pour votre suivi. À partir des 6 mois, donc au-delà de 6 mois, on vous propose également de faire un map, si vous voulez, à 360 de votre entreprise pour repérer les difficultés, les opportunités, anticiper peut-être les difficultés et surtout réorganiser une nouvelle stratégie pour adapter votre business model et peut-être aborder un nouveau business plan. En dehors de ces diags, vous pouvez également être accompagné et suivi à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est vrai que ça s'est énormément généralisé pendant la crise sanitaire et nous veillerons bien évidemment à vous accompagner au-delà de cette crise, si possible, à distance également. Vous avez également des formations auxquelles vous pouvez accéder soit par webconférence, soit en présentiel, nous l'espérons, dès la rentrée auprès de vos CCI. Voilà. Donc, Stéphane, juste une question qui était remontée. Une personne demandait si un plan de trésorerie était un budget. Donc là, tu vas pouvoir peut-être répondre. Et ensuite, sur l'actualisation de ces plans de trésorerie. Donc, bien évidemment qu'il faut peut-être actualiser les plans de trésorerie et rapprocher peut-être votre plan de trésorerie de votre relevé bancaire. Donc, il suffit peut-être de modifier simplement le solde final pour qu'il puisse se reporter sur les mois suivants et peut-être réajuster les charges et les encaissements que vous aurez à modifier. Voilà. Alors, c'est vrai, sur le plan de trésorerie, déjà sur le plan de trésorerie, pour ceux qui ont demandé une trame, n'hésitez pas à solliciter le diag Flash Finance puisque ça fait partie de l'outil diagnostic Flash Finance, la trame de plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, par rapport au budget, c'est un élément du budget. Le budget, c'est une démarche assez complète de projection financière qui va tenir compte des différentes fonctions de votre entreprise. Ça va se rapprocher pour ceux qui ont été accompagnés en création d'entreprise ou qui ont eu à financer le démarrage de l'entreprise du prévisionnel. On va se projeter sur une année pour identifier les différents éléments. Le plan de trésorerie, c'est un élément de ça. Et bien sûr, il peut être aussi, et c'est recommandé, suivi de façon dynamique sur plusieurs mois glissants
Et c'est là qu'il est un petit peu plus compliqué, un peu plus, d'ailleurs plus intéressant à monter. C'est que, bah, oui, vous allez tenir compte de la situation actuelle et vous allez rajouter sur un horizon temporel qui correspond à votre saisonnalité et peut-être aux décisions à prendre pour améliorer votre trésorerie. Donc, ça peut être 6 mois, 1 an. Vous allez rajouter les éléments que vous anticipez pour la suite. Donc, d'où la nécessité voilà, de vous inscrire peut-être dans un parcours de relance si vous en ressentez le besoin. Voilà. Bon, nous avons un petit peu dépassé le temps imparti, donc nous arrivons à la conclusion. Nous allons afficher le sondage auquel nous vous invitons à répondre. Marie, si tu peux le faire apparaître. Voilà. Donc, cela nous aidera pour les futures organisations et surtout voir quels sont nos axes d'amélioration. Il doit y en avoir certainement. Nous vous adresserons les supports avec les coordonnées du référent local de façon à ce que vous puissiez vous rapprocher de lui pour des questions plus précises. Et pour ceux qui le souhaitent, celui de la semaine dernière pourra également vous être transmis. Donc, Eric, je pense que tu as noté les noms des personnes qui le souhaitaient. Donc, vous avez pu voir que bâtir un plan de trésorerie et les tableaux de bord faisait appel à de nombreuses notions et à des questions techniques ou financières. Donc, bien évidemment, ceci peut être très simple ou très complexe suivant votre secteur d'activité et la situation de votre entreprise. Donc, nous, selon que vous êtes isolé ou non, que vous managez des équipes ou pas. Donc, bien évidemment, nous vous invitons à vous rapprocher de votre CCI ou de votre expert comptable. Mais vous pouvez également sur les autres volets, peut-être, donc je pense que la diapo apparaît. Voilà. Vous pouvez également vous rapprocher de votre CCI territorial pour bénéficier d'un accompagnement également sur tous les volets RH, stratégie commerciale, digitale et surtout sur celui dédié au commerce et au tourisme qui ont été fortement impactés. Nous allons terminer cette session. Stéphane, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Pour ma part, juste, merci. Et je vous souhaite une excellente journée. Il y a une question à laquelle on est interrogé sur un prévisionnel de chiffre d'affaires, comment le bâtir au mieux. Stéphane, peut-être une dernière réponse à cette question-là? Alors, un prévisionnel de chiffre d'affaires, bah, ça va être beaucoup d'hypothèses, hein, mais sur une entreprise qui existe déjà, vous allez vous baser un peu sur les retours d'expérience que vous avez. Vous allez pouvoir le bâtir sur plusieurs éléments. Déjà, connaître votre marché, le potentiel du marché et les parts de marché des uns et des autres, ça peut aider à bâtir un potentiel de chiffre d'affaires. Vous connaissez vos clients, donc vous allez pouvoir faire des intentions d'achat. Vous allez pouvoir travailler sur les intentions d'achat. Et bien sûr, on a parlé tout à l'heure du seuil de rentabilité qui, je vous le rappelle, détermine le premier euro de chiffre d'affaires qui vous permet à votre marge de combler vos charges fixes, c'est-à-dire c'est le premier euro de chiffre d'affaires qui rend votre entreprise rentable. Vous allez combiner ces trois informations-là et obtenir un objectif qui vous paraît réalisable et réaliste de chiffre d'affaires. Mais c'est une projection dans l'avenir, ça demande effectivement de se projeter un peu. On peut vous accompagner sur cette démarche-là aussi. Sachant qu'on a quand même aujourd'hui effectivement une petite incertitude relative au redémarrage de l'activité. Donc souvent avec une prévision quelque part un petit peu encore aussi de dégradation sur le secteur d'activité de ce chiffre d'affaires. Voilà, les premiers mois là, qui vont suivre le redémarrage vont aussi permettre d'avoir un recalibrage aussi de ce chiffre d'affaires. Il y a peut-être aussi des éléments des éléments commerciaux que vous allez devoir modifier, échanger. Eric, tu en as parlé la semaine dernière. Une crise comme celle-là et qui s'inscrit un peu dans la durée, c'est aussi le moment de se poser la question de choix à faire sur le marché et peut-être d'orienter différemment son modèle économique. Donc, il est vraiment très important de revoir sa stratégie et de rebâtir peut-être des nouveaux modèles, un nouveau business plan en travaillant tous ces éléments-là. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Ouais. Notre recommandation là-dessus, c'est restez pas seul. Alors, bien sûr, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est peut-être pas la CCI, l'interlocuteur vers qui vous avez envie de vous tourner, mais surtout, ne restez pas seul. Faites un peu le tour de ce que les gens vous proposent autour de vous. Vous avez tous plus ou moins un expert comptable dans votre entourage. Vous avez peut-être des consultants pertinents que vous connaissez sur les aspects commerciaux et qui connaissent votre marché.
N'hésitez surtout pas à revenir vers nous parce qu'on trouvera, nous, si on a la réponse, on trouvera le moyen de vous répondre et de vous orienter vers des gens qui seront pertinents pour vous aider à faire le point et à orienter vos actions. Bon, merci à tous. Nous allons rester là. Merci à tous d'avoir répondu au sondage également. Nous vous souhaitons une très bonne journée et un très bon week-end. Voilà, nous espérons vous revoir bientôt et que la reprise se fera normalement. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.